Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire qui sera consacré à la présentation d'un fonds thématique d'un sujet qui aujourd'hui est de plus en plus regardé, donc la cybersécurité. Pour cela, on a la chance de pouvoir accueillir Gilles Daguet, qui représente donc Tikeo et qui est le responsable de l'investissement au capital risque de tout Tikeo Capital. Je vais me permettre d'attendre une petite seconde, le temps de dire bonjour à tout le monde sur le chat et nous allons nous lancer. Peut-être un petit rappel avant de réellement démarrer. Donc, c'est pas une invitation à réaliser un investissement en private equity et notamment sur ce fonds. Le but, c'est vraiment de présenter les stratégies d'investissement, la façon dont un gérant de Tikeo, en l'occurrence Gilles, pense et réfléchit à la structuration du fonds, avoir une idée aussi du type de performance qui peut être attendu sur ce type de fonds thématique. Mais c'est pas une invitation à l'investissement. Renseignez-vous à chaque fois de la pertinence pour vous, quel que soit l'investissement. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander conseil justement à votre conseiller en investissement ou à votre banque privée. Si vous n'en avez pas, bien sûr, on est heureux de vous accompagner, mais c'est pas une obligation. Euh, Sans plus tarder, peut-être deux, trois mots sur l'expérience de Gilles avant qu'il puisse débuter la présentation du fonds. Donc Gilles a plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement, mais sur un investissement très thématique. C'est l'aéronautique, la cybersécurité et la défense au sens large. Donc il a débuté en 1998, si je ne m'abuse, et aujourd'hui responsable de ces thématiques-là au sein du groupe Tikeo et donc gérant du fonds Briencat ainsi que de ses prédécesseurs. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ton expérience à titre personnel, mais sinon on Non, peut non, non, débuter merci. ici. Oui. Le temps passe vite, effectivement, ça fait, 25 ans, hein, si on calcule bien que je fais du private equity dans le monde de la technologie. En fait, avant de croiser le chemin du private equity, j'ai travaillé au ministère de la Défense, sur des sujets de PME stratégiques et ce qui m'a amené, alors naturellement, ce qui est un peu bizarre, mais au private equity et donc depuis, j'ai fait beaucoup d'investissements dans le monde de la technologie, voilà. Donc on va parler merci de votre présence et on va parler de cybersécurité. Alors, avant de dérouler la présentation, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on parle de cybersécurité depuis, 4-5 ans? Puisqu'on a lancé la première initiative, on va le voir, cybersécurité, qui était une première en France, puis il y avait pas de fonds thématique cybersécurité en 2019, donc ça fait 5 ans. Mais l'informatique existe, allez, je vais prendre une fourchette un peu large, depuis Alan Turing et la machine qui a permis de casser le code Enigma. Donc vous voyez, c'est les années 40, hein, 2 guerre mondiale et on n'a pas parlé de cybersécurité pendant toutes ces années jusqu'en, en 2015-2016 où on a commencé à voir apparaître de plus en plus de problématiques de sécurité informatique. Ça s'appelait pas encore cybersécurité à l'époque. Voilà, alors donc il y a 2 éléments majeurs qui fait qu'aujourd'hui ça remplit, malheureusement des fois les journaux, parce que tel hôpital, tel conseil régional, telle entreprise s'est fait attaquer et en fait, la première raison, c'est ce qu'on appelle la digitalisation de l'économie. Qu'est-ce que c'est que la digitalisation de l'économie? Bah, c'est la capacité de faire discuter entre eux ou en tout cas d'avoir accès à des équipements, informatiques par le biais d'un réseau et en l'occurrence internet. Donc depuis qu'internet existe, grosso modo ça fait pas loin de 30 ans, hein, la première fois que j'ai touché internet c'était en 95 mais c'était pas massivement déployé dans les industries, dans les bureaux et donc en 2014-2015 on a commencé à parler, peut-être que ça va vous dire quelque chose, de l'usine 4.0 et l'usine 4.0, c'est quoi? Bah, c'est la capacité à mettre à jour une machine à distance, de faire discuter des machines entre elles, voilà. Donc ça veut dire quoi en termes informatiques, en termes cyber? Ça veut dire qu'on ouvre les réseaux, là où ils étaient fermés avant, on n'avait pas accès à ça de manière à distance, hein, et donc en ouvrant les réseaux, bah, on a augmenté la surface d'attaque. Donc ça, c'est la première raison, et la deuxième raison, le deuxième accélérateur, qui est pas très loin, ça a été évidemment le covid. On s'est tous retrouvés à la maison pendant, plusieurs semaines, plusieurs mois
et où on a dû travailler avec des équipements qui étaient pas prêts, pour pouvoir travailler à distance et donc la cybersécurité était assez problématique. Il y a eu pas mal d'hôpitaux attaqués, pas mal d'entreprises attaquées à travers les collaborateurs qui étaient restés à la maison. Voilà cet environnement, cyber qui a vraiment démarré, bah, nous, au moment où on a démarré. Alors si je prends la présentation, voilà. Merci Olivier. Alors attendez, je passe les petits voilà. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de vous montrer. Là, vous l'avez en manière graphique, hein, donc là, à gauche, c'est le niveau des données créées, hein. Vous voyez l'envolée des données. Ce qui est intéressant, si au-delà du graphique, c'est de prendre conscience qu'en fait, on parle de cybersécurité parce qu'on parle de données. On va créer autant de données dans les 2 prochaines années que ce qu'on a créé comme données dans les 30 années qui viennent de s'écouler. Donc c'est pour vous montrer l'accélération et en fait, tout ce sujet de la cybersécurité, c'est pour protéger la donnée, c'est le cœur du réacteur. C'est on protège la donnée, on s'assure de l'intégrité de la donnée, on sauvegarde la donnée, parce que quand on est attaqué, il vaut mieux avoir un bon système de sauvegarde pour pouvoir retrouver rapidement son environnement d'exploitation. Et puis vous voyez, bah, la surface d'attaque, le nombre de connexions, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'internet des objets, hein, le nombre de connexions augmente aussi, de manière, très, 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 très importante. Donc on est dans un univers hyper digital, donc hyper attaquable. Évidemment, tout ça s'accompagne de cloudification, de mettre de la donnée dans les nuages, voilà, pour pouvoir avoir accès partout aux données. Donc évidemment, eh ben, les attaquants, attaquent de plus belle et on est dans un environnement malheureusement, hein, un sous-jacent marché qui ne va pas s'arrêter. Enfin, sauf si on coupe internet et qu'il y a plus du tout internet. Hem ou de la 3G, hein, puisqu'on peut aussi attaquer les téléphones. Donc voilà, donc on est dans un marché, une espèce de vague assez monstrueuse de données, de réseaux, ouverts et bah, il faut protéger tout ça. Il faut protéger tout ça. Alors on se protège de qui? On se protège de 2 grandes catégories d'attaquants. La première, la la 1re catégorie, c'est ce qu'on appelle nous les bandits de grand chemin. C'est-à-dire ce sont des gens qui, sans foi ni loi, confectionnent un malware, le diffuse massivement pour une seule finalité qui est une finalité financière, pour pouvoir récupérer donc ils cryptent les installations informatiques. Ils attendent que ceux qui ont été attaqués, eh bien, payent une rançon en bitcoin et puis, ensuite ils donnent ou pas d'ailleurs la rançon. Ils donnent la clé de décryptage, pardon. Voilà, Tu donc dis en ça c'est les bandits Bitcoin, tu dis en Bitcoin, c'est en monnaie digitale. non, non, mais tu dis que c'est provocateur ou c'est réellement Non, 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 sur l'essentiel des Bitcoin. rançons Non, sont non, non, payées c'est à c'est de chaque non, non, fois? ouais, ouais. Je dis Bitcoin, mais ça peut être de l'Ethereum, c'est de la monnaie digitale. Hein, il y a tu envoies pas Ok. on n'envoie pas un chèque par la poste, voilà, donc Oui, c'est ça, comme je ça me que ça doute se fait, bien qu'il y voilà. aurait quelques Ou petits un débit de faisceaux carte d'indices, bleue, mais non, non, c'est en Bitcoin. C'est de la monnaie digitale. Voilà, donc ok. on paye ou on paye pas. Et donc vous avez un certain nombre de gens qui sont fait attaquer, donc c'est ce qu'on appelle les ransomware, des choses comme ça. Il peut y avoir de la fuite de données aussi, pour pouvoir dire: «Bah, attendez, si vous ne me payez pas, je vais diffuser les informations, à tout le monde», enfin tout le monde étant, le dark web en l'occurrence. Voilà, donc ça, on a, ce genre d'attaquants. Première catégorie. Deuxième catégorie, les États. Voilà, les États attaquent. Alors évidemment, je vous ai mis, les plus connus, hein, la Chine, l'Iran, la Russie qui sont pas les plus mauvais. Et depuis la guerre, russo-ukrainienne, on a évidemment une recrudescence d'attaques à des fins militaires en fait, hein, de déstabilisation, d'attaques sur des réseaux, industriels, voilà. Et d'ailleurs avant qu'il y ait eu l'attaque physique, il y a eu un blitzkrieg, numérique, pour essayer de mettre en rideau toutes les installations, de l'Ukraine. Ce qui n'a pas réussi, parce que les Ukrainiens non plus ne sont pas mauvais. Voilà, donc les États attaquent, alors de manière, évidemment organisée avec des moyens, sans commune mesure, pour des finalités qui sont très différentes, déstabilisation, vol de données, écoute. On peut aussi rentrer dans un système numérique juste pour écouter.
voilà et puis ensuite, il faut pouvoir se défendre de ce genre de d'attaquants. Alors ce qui est, pour information, ce qui est entre guillemets «marrant», c'est qu'il y a une perméabilité entre les attaquants, étatiques et les attaquants, les bandits de grand chemin, puisqu'en fait vous retrouvez tout ça, sur le dark web et de temps en temps, vous retrouvez des malwares, utilisés par, la première catégorie d'attaquants qui ont été faits par ou qui ont été designés par des agences gouvernementales, qui veulent attaquer. Alors je vous rassure, tout le monde attaque, c'est de notoriété publique. Les Européens attaquent. Quand on est attaqué numériquement, on peut attaquer numériquement et voilà, donc un certain nombre de pays le font aussi. Hem, Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a vous voyez c'est le petit graphique à droite de l'écran, la fin du slide. C'est le nombre d'alertes envoyées par Microsoft aux clients cibles et victimes d'activités d'État. Vous voyez qu'entre 2021 et 2022, on n'a pas le chiffre 2023. Vous avez quand même une activité, très, très, très importante, puisque quasiment 700 d'augmentation entre 2 ans. Donc on voit que les voilà, l'activisme étatique est important et quand je dis activiste, j'utilise le mot exprès activiste parce que on a aussi des groupuscules activistes. On entend souvent parler des activistes cyber. C'est des groupuscules qui sont, proches des États, parce que souvent les États se défaussent sur des activistes. Donc évidemment, il y a les russophones, hein, toute cette branche d'activistes qui attaquent, l'Ukraine, mais pas que l'Ukraine, hein. Vous avez certainement entendu aussi parler des attaques, russophones, en France et en Europe. Voilà, donc ça, c'est des groupes d'activistes, mais proches des gouvernements. Donc moi, je les mets à peu près dans la même catégorie pour simplifier la présentation. Voilà un peu l'environnement dans lequel on est. Donc, effectivement, il faut que l'ensemble des acteurs économiques, hein, voire même privés, puissent se protéger et Allianz, la compagnie d'assurance allemande, a fait une enquête auprès de managers, de décideurs, mondiaux, hein. Ils ont fait ça, c'était en 2021. Ils ont demandé, «Pour vous, quel est le risque le plus important parmi toute la gamme de risques?» Est ressorti le risque cyber. Voilà, les décideurs, au niveau mondial, ont fait ressortir que le risque cyber, c'était un vrai risque très, très important et le deuxième risque, c'est l'interruption du business. Alors, pour l'interruption du business, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir un tremblement de terre, une inondation, un feu, voilà, mais ceux qui ont été interviewés ont dit: «Oui, mais l'interruption de business», pour la moitié d'entre eux quand même, disent que ça peut venir d'attaques cyber. C'est vrai que quand une attaque cyber, et vous l'avez déjà vu j'imagine, rentre dans une usine, bah, vous pouvez avoir une usine qui est, complètement, inopérante pendant, des jours, des semaines parce qu'ils peuvent rien faire et il faut, remettre en route l'informatique de l'usine et ça peut prendre beaucoup de temps et en tout cas, ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, donc ces 2 premiers risques, hein, le risque cyber et le risque d'interruption de business, on voit que les dirigeants d'entreprise prennent ça de manière sérieuse. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ont été interrogés, ils en ont conscience, c'est déjà important. Après, il faut avoir les moyens de mettre en place des protections. Autre statistique intéressante, alors là, c'est une statistique américaine, mais on a la même chose en Europe, c'est que, c'était il y a 2 3 ans, 60 des PME qui se font attaquer déposent le bilan dans les 6 mois. Vous imaginez bien une PME qui est pas bien protégée, si vous cryptez toutes ces données, impossible de faire des factures, impossible de payer les gens, hein, on peut rien faire, impossible si jamais c'est une PME industrielle, de faire de la réalisation industrielle, si elle est pas protégée, le temps qu'elle se retourne et tout, perte d'exploitation, la trésorerie est pas suffisante, dépôt de bilan. Plusieurs sociétés ont déposé le bilan suite à des attaques informatiques en France. Voilà. Donc face à ça, évidemment, il faut se protéger et aujourd'hui, le coût mondial de la cybercriminalité, bah, c'est le chiffre que vous avez là à l'écran. Donc si je vais prendre 2023, 8 000 milliards de dollars, 8 trillions de dollars. Ça coûte, et ça augmente de 15 par an, j'arrondis, ça coûte 10 trillions de dollars les attaques cybercriminelles. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Évidemment, il n'y a pas que de l'achat de PC, c'est parce que ça ferait le bonheur de Dell, de Lenovo et compagnie. C'est, évidemment, l'achat de matériel, c'est évidemment, l'achat de prestations de services pour pouvoir faire de la remédiation d'attaques, mais c'est surtout la perte d'exploitation. Parce que les sociétés qui sont attaquées, pendant qu'elles sont en train de remédier la problématique de l'attaque cyber, bah, elles font pas de chiffre d'affaires et ça coûte beaucoup d'argent, voilà. Donc ça coûte ça. Alors face à ça, vous avez un marché,
un marché de la cybersécurité, c'est le petit histogramme que vous avez en bas, hein, vous voyez? 180, 165, 185, bon ça c'est quand même en milliards de dollars. C'est 200 milliards de dollars le marché de la cybersécurité, c'est un marché qui croît de 12 par an. Donc c'est important. 40 c'est aux US. Mais plus intéressant encore, c'est que c'est McKinsey qui a fait cette étude, dit que pour avoir un niveau de protection qui soit un peu sérieux et voilà, ou en tout cas les acteurs qui sont pas protégés se protègent, hein, donc on peut soit élever son niveau de cybersécurité ou alors on peut se protéger, il faudra dépenser 10 fois plus. Donc il faudrait pas dépenser 200 milliards, mais il faudra dépenser 2 000 milliards, voilà. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, les sociétés que l'on regarde, hein, on y reviendra un peu plus tard, mais en tout cas les sociétés qui offrent des prestations de services, qui offrent des produits de cybersécurité, elles ont un marché hyper important. Au-delà du taux de croissance que l'on constate du marché, vous avez et on va avoir dans les années qui viennent, une augmentation du niveau de cybersécurité indispensable et donc le marché va croître beaucoup plus de manière beaucoup plus importante que juste les 12 voilà. Donc il y a un sous-jacent de marché hyper important et comme je disais précédemment, ça va pas s'arrêter. Alors, quelques caractéristiques de ce marché, de la cybersécurité, une principale autre caractéristique expert, heu on manque d'experts, on pense qu'il manque environ 4 millions d'experts dans le monde en cybersécurité, capables, de développer des produits, capables de protéger les infrastructures et quand je dis ça, c'est pas que des ingénieurs, hein, c'est aussi, des techniciens de réseau, voilà. Donc ça, c'est très important parce que nous, ça a drivé quand même pas mal de alors je sais pas si j'ai un slide après. Voilà, donc ça a conduit à réfléchir sur notre stratégie d'investissement et on s'est dit: «Bah, s'il manque des experts dans ce domaine-là, il y a forcément des impacts». Donc on a regardé beaucoup et on continue de regarder beaucoup 3 sujets, hein, sur ce marché de la cybersécurité en prenant en compte tout ce que je viens de dire avant. C'est l'automatisation, évidemment. Quand vous manquez d'experts, quand vous êtes attaqué, le jour, la nuit, la veille de Noël, un dimanche soir, un vendredi soir, bah, il faut pouvoir automatiser et puis, avoir des systèmes de monitoring, d'alerte en temps réel et ça, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète. Deuxièmement, bah, il faut qu'on puisse avoir une réponse à la menace, la plus optimum possible, hein. C'est le jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que malheureusement, nous on est du côté du chat, les attaquants c'est la souris, bah, comme, le dit la fable, bah, la souris court plus vite que le chat, donc voilà, donc il faut essayer de pas trop se faire semer par la souris et donc ça veut dire un niveau d'innovation dans les entreprises qui proposent des produits assez importants et on sait bien que les innovations, elles sont plutôt dans les startups et les PME que dans les grands groupes, voilà. Et le troisième pilier de notre réflexion et notre stratégie d'investissement, c'est, la sécurisation, dès la conception des produits. Parce qu'en fait, vous avez 2 méthodes, soit vous avez développé un produit ou vous développez un produit et vous n'avez pas pensé à la cybersécurité et donc là, il faut rajouter de la cybersécurité. Donc forcément, comme ça vient après, bah, vous avez des interstices dans lesquels, l'attaquant peut se glisser ou alors vous avez pensé à dès la conception, vous avez pensé à cybersécuriser votre équipement, et donc c'est ce qu'on appelle de la conception avec de la cybersécurité, dès la conception et là, votre système, il est quand même beaucoup plus robuste, hein, sachant qu'il n'y a pas de martingale. C'est-à-dire que tout système, cybersécurisé peut quand même malgré tout se faire attaquer. C'est comme une porte blindée. C'est pas parce que vous avez une porte blindée que vous êtes complètement à l'abri d'un cambriolage. Sauf que là, ça freine, on peut monitorer en temps réel une attaque, donc on peut juste isoler un poste et pas, que le réseau soit complètement infecté. Voilà, donc il y a quand même des implications, assez importantes. Alors, je vais passer assez vite. Tous les ans depuis 4 ans, on publie un baromètre du financement de la cybersécurité en Europe. C'est intéressant parce que ça donne aussi une vision dynamique de ce qu'on fait, hein, en termes de financement. Donc, là, heu, là, c'était le baromètre donc 2024, donc qui traite des chiffres, 2023. Donc on voit une dynamique, alors certes, en cybersécurité qui reste important en nombre de levées de fonds, mais qui en montant a légèrement décru. Donc ce qui veut dire que globalement les tickets moyens ont légèrement baissé. Mais
quand on regarde par rapport au secteur, tout secteur de la tech confondu, voilà, bon, il y a une certaine résistance de la cybersécurité. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on compare les pays. On a regardé ça sur 3 zones géographiques assez importantes. Alors il y a pas l'Asie parce que c'est compliqué d'avoir des chiffres en Asie, donc on a regardé les 3 grandes zones géographiques mondiales où il y a de la cybersécurité de manière un peu intense. Les États-Unis, évidemment, Israël, évidemment, je dis évidemment quand on est dans ce secteur, on sait qu'Israël, c'est une terre de cyber et l'Europe. Bon, ce qui est intéressant, ça c'est en montant levé. Bon, évidemment, les États-Unis sont largement en avance, mais quand on voit qu'en en 2021, il y avait 18 milliards d'euros investis, aujourd'hui c'est divisé par 3, il y a quand même un tassement. Là où en Europe, on se maintient, malgré tout et donc du coup, on rattrape quelque part un peu ce qui se fait aux US. Voilà et c'est intéressant, parce qu'on n'a pas forcément conscience de ça quand on n'est pas dans ce domaine-là, c'est qu'en Israël, qui est un tout petit pays, bah, ils investissent, autant qu'en Europe. Alors pourquoi ils investissent autant qu'en Europe? C'est parce que dès que vous avez une pépite israélienne qui sort d'un labo, elle est massivement financée par des capitaux américains. Donc souvent les sociétés partent s'installer aux US pour la partie commerciale et trouvent des fonds, aux États-Unis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le ticket moyen des investissements faits dans ce monde du private equity de la cyber. On voit que le ticket moyen, vous voyez, aux États-Unis, ça investit beaucoup, mais le ticket moyen, c'est 12 millions d'euros, hein. En moyenne, aux États-Unis, on investit 12 millions d'euros dans une société, là où en Europe, on est à 7 millions d'euros. Donc il y a un phénomène de rattrapage. Vous voyez, en 2021, il y avait un gros écart, en 2022 aussi et là, on est en train de rattraper. Donc tout ça pour dire que nous, notre marché de prédilection, c'est l'Europe, hein. On croit beaucoup au développement de start-up européennes dans le monde de la cybersécurité pour tout un tas de raisons, notamment pour l'excellence, technologique, pour le fait que, bah, on est un peu en retard aussi en Europe en termes de niveau de cybersécurité. Il faut quand même faire pas il y a pas mal de choses et au niveau de l'Europe et mis en place des règlements, des directives pour pouvoir augmenter le niveau de cybersécurité des acteurs européens. Donc voilà, donc on pense qu'en Europe, il y a une zone géographique super importante pour pouvoir, développer les sociétés, ce qui n'empêche pas les sociétés européennes d'aller faire des affaires évidemment dans d'autres pays du monde. On peut penser évidemment à l'Asie, aux États-Unis, au Moyen-Orient et on a certaines sociétés de notre portefeuille qui sont assez présentes dans ces contrées-là. Petite question, t'as comparé et t'as justifié un peu la raison pour toi et Tikeo d'investir en Europe plus qu'aux États-Unis et la raison pour laquelle vous le faites ou vous le faites moins plutôt en Israël, c'est parce que vous avez une connaissance terrain moins importante ou c'est aussi vous estimez que c'est aujourd'hui moins intéressant cette région que peut l'être l'Europe? Ouais. Non, non, alors les 2 régions sont intéressantes. Alors après, c'est une question de focus déjà, hein, Mhm. on est en Europe, donc c'est quand même plus facile d'aller faire, un investissement en Allemagne, en Espagne, en Italie ou en Angleterre plutôt qu'à Tel Aviv ou à Détroit. Mais on a pris le problème autrement. Alors, j'anticipe un petit peu parce que c'est un peu plus loin dans la présentation, mais je réponds à ta question, Olivier. En fait, plutôt qu'aller prendre notre mallette et d'aller, voir en tout cas les clusters de pôles cyber dans les différents pays, on a plutôt noué des partenariats avec des fonds d'investissement comme nous, c'est-à-dire des fonds d'investissement spécialisés en cyber, en Israël et aux États-Unis. Donc Tikeo, qui investit dans ses propres fonds maison, mais qui aussi de temps en temps investit dans des fonds partenaires, a décidé d'investir dans des fonds aux États-Unis, donc 3 fonds aux États-Unis avec qui on entretient des relations, fréquentes et puis, un fonds en Israël, justement pour pouvoir avoir, si jamais ça fait sens, possiblement un dossier qui vient par ses partenaires, pour lequel on peut co-investir avec des gens du cru, mais sans aller, perdre du temps et aller trouver le mauvais investissement. Voilà donc pas plus tard que vendredi, je vois un des 3 fonds américains, parce qu'il regarde un dossier qu'on regarde en nouvel investissement et si je projette un peu, il n'est pas impossible qu'on fasse un co-investissement ensemble sur une société européenne. Voilà, c'est aussi pour ça et puis et je pense qu'on est plus intelligent à plusieurs et globalement, on est plutôt partenaire que vrai compétiteur
si je vais un peu plus loin dans la démarche et dans la réflexion intellectuelle, on est un peu là pour défendre la démocratie. Parce que les attaques cyber, si elles sont massives et si elles sont très bien faites et qu'on ne sait pas se défendre, ça peut mettre à plat, une démocratie. Un pays comme le Costa Rica a été attaqué massivement, ils ont été en rideau pendant plusieurs semaines. Donc c'est pas rien ce que je dis, c'est pas juste la PME du coin. Un État peut très bien se faire attaquer de manière massive. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on utilise nous un acronyme qui est l'OIV, c'est l'opérateur d'importance vitale. C'est les fournisseurs d'eau, les fournisseurs de gaz, d'électricité, les services financiers, voilà, donc il y en a tout un tas qui a été défini par un organisme, français et qui a été repris au niveau européen. On défend ces choses-là, donc si on défend si on défend ces opérateurs-là, c'est bien que si jamais ces opérateurs sont attaqués, un pays peut tomber. Voilà, donc on est une espèce de coalition, alors c'est un grand mot, hein, une coalition internationale contre les attaques cyber. Donc on réfléchit ça, voilà. Heu, je ferme la parenthèse. Donc voilà, donc ce qu'on a fait, c'est que, fort du constat que j'ai fait au tout début de la réunion ce soir, sur, bah, pourquoi il y a des attaques cyber, on a eu cette réflexion en 2016, à partir de 2016-2017 et on s'est dit: «On va créer un fonds», ce qui n'existait pas en France, complètement dédié à la cybersécurité, pour pouvoir faire ce que j'ai dit précédemment. Donc on a collecté avec ce fonds qui s'appelle Brilliant 3, 175 millions d'euros, avec les acteurs que vous avez là sur le slide, donc des opérateurs, enfin des investisseurs stratégiques, que sont Soprasteria qui est un intégrateur informatique, Naval Group bien connu, EDF, j'en parle pas, et Crédit Agricole, vous connaissez. Voilà, et donc avec ces gens-là, on a des relations quasiment mensuelles. On discute avec les patrons cyber de ces 4 entités-là pour comprendre leurs besoins, pour leur proposer de tester des solutions que nous on voit dans des PME, pour aider nos PME à rentrer dans ces groupes qui sont assez gros et c'est toujours très compliqué de rentrer quand on est une PME start-up chez Crédit Agricole, par exemple, voilà. Donc il y a un échange assez nourri entre nous où on parle que cyber et puis évidemment, vous avez tout un tas d'autres acteurs, heu, financiers qui ont investi dans le fonds, dont la maison Tikehau. Voilà, donc aujourd'hui, le fonds a 5 ans, quasiment jour pour jour, puisque c'était en juin 2019. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce fonds? On a investi dans 15 sociétés en Europe. Là, vous avez la carte de l'Europe, donc vous avez 10 investissements en France, 5 investissements qui ne sont pas en France, vous en avez un en Belgique, 2 en Allemagne, un au Portugal, un en Hollande, voilà. Vous avez, vous voyez la croissance du revenu des sociétés, hein, pour un marché qui croît à 12, le portefeuille depuis 2019, il croît de 35. Et vous avez l'augmentation, des effectifs, parce qu'évidemment ces sociétés, hein, pour passer pour l'occurrence, je prends ce portefeuille exprès là, de 4-5 millions d'euros jusqu'à 35 millions d'euros en l'espace de 3-4 ans, il faut un peu de muscle. Voilà, il faut un peu de muscle et pas qu'en France. Donc les effectifs, c'est très important et c'est pas antinomique avec ce que j'ai dit sur les experts cyber tout à l'heure, parce que c'est pas forcément de la fonction technique, de la fonction commerciale, du support, de la fonction marketing, de la fonction ressources humaines transverse, directeur financier, finance, voilà. Donc c'est tout, toute typologie de RH confondue. Donc voilà les sociétés. Alors je vais vous prendre 2 exemples pour vous montrer un peu ce qu'on nous on entend par cybersécurité. Je crois que c'est important. Cybersécurité, c'est un peu un raccourci pour expliquer ce qu'on fait. Parce qu'évidemment, tout le monde parle de cyber dans les journaux, voilà. En fait, on est un tout petit peu plus large que ça, on fait de la confiance numérique. Alors, ça veut dire quoi? Je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre un dossier, une société très cyber et une société confiance numérique. Alors, je vais commencer par la société en haut à gauche qui s'appelle Trustinsoft. Trustinsoft, c'est une société dont la technologie a été développée au Commissariat à l'énergie atomique, donc celui qui, pour faire simple, hein, qui design les centrales nucléaires et ils ont développé un outil logiciel qui permet de s'assurer que ceux qui développent du code, ils développent du code, mais de manière cybersécurisée, hein. C'était un des 3 piliers tout à l'heure que je vous ai montré sur la cybersécurité dès la conception. Bah, eux, dès la conception d'un logiciel, d'un code, ils s'assurent enfin, en tout cas, le client veut s'assurer que dans son code, il y a pas de faille de sécurité. Alors non seulement ils le disent, mais ils le prouvent mathématiquement. Donc ils sont capables de mettre un tampon en disant: «Votre logiciel tel qu'il est fait là, il sera pas cyber attaqué». Donc au début, évidemment,
Les premiers clients, c'était des grandes institutions, évidemment, c'était le monde du nucléaire. Ça a été évidemment les grands donneurs d'ordre aéronautique, Airbus, pour ne pas les nommer. Et quand on est rentré en 2019, on a évidemment mis de l'argent pour développer la société. Développer la société, ça veut aussi dire mettre de la ressource humaine. On a adjoint aux 2 fondateurs très brillants, mais très techniques, une femme, je cite parce qu'il y en a quand même pas beaucoup, qui a pris la tête de la boîte aujourd'hui. Et aujourd'hui, le premier client de cette société, c'est Google. Voilà, qui sécurise, la sortie des téléphones Pixel, avec le logiciel de cette société. Donc là, on est dans le très cyber. Je prends une autre société qui s'appelle Trusper, qui est la société, alors les 2 sont françaises, hein, vous avez les petits drapeaux. Cette société fait un logiciel de lutte contre la fraude au paiement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous êtes une entreprise, alors plutôt des grosses entreprises, vous devez payer des fournisseurs. Mais, est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon compte bancaire? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne société? Très fréquemment, je peux pas dire tout le temps parce qu'ils ont quand même pas mal de clients, très fréquemment, c'est fait à la main, la réconciliation entre le compte bancaire et la carte d'identité de la société. Et il y a beaucoup d'erreurs. Et la fraude au paiement, c'est la 3e cause de fraude, hein. C'est assez facile de changer un IBAN, c'est assez facile de changer un SIRET. Vous avez tous entendu parler de la fraude au président, ça en fait partie. Voilà. Donc Trustpert, une société qui a développé une plateforme qui permet de s'assurer au moment du paiement, enfin juste avant le paiement, que, la société existe bien, que l'IBAN c'est bien la société, ils réconcilient les 2. Voilà, ils font ça à travers le monde. Et la société, le patron de la société avec qui j'étais juste avant la réunion, là il est en France, mais il a déménagé il y a un peu plus d'1 an pour développer la société sur le continent nord-américain. Vous voyez? Donc là, on n'est pas avec Trusper, on n'est pas dans un développement de logiciel pour une lutte contre un malware, contre un virus informatique. On est dans la confiance numérique, hein. Je crois que c'est important de préciser les choses. Là, vous avez la caractéristique du portefeuille, c'est ce que vous allez retrouver sur Brain4, société de produits. Là, c'est que du logiciel qui fait déjà du chiffre d'affaires, donc on prend pas de risque technique, qui commerce avec d'autres entreprises ou avec des gouvernements, ce qu'on appelle le B2B et le B2G. Donc ce qui veut dire qu'on ne regarde pas des sociétés qui proposeraient des solutions pour le grand public, hein, avec des boîtes qu'on vend à la Fnac, ça c'est pas notre, là on sait pas faire, voilà, c'est pas notre modèle de développement de société. Voilà, évidemment avec des sociétés qui ont une volonté de se développer à l'international, parce que si le but c'est de se développer en France pendant 5 ans, ça va pas nous intéresser non plus. Voilà. Et Hem, question à ce niveau-là, puisque c'est donc un fonds finalement assez early stage, hein, parce que là on voit les investissements que tu as pu réaliser sur le précédent fonds, on va de la série A, de la série C, mais en ligne avec ce que tu avais dit, il y a beaucoup de série A et de série B. Euh, Ça veut dire que lors de ces tours de table, vous affrontez contre des potentiels fonds plus généralistes. En quoi vous avez un avantage compétitif, en quoi c'est potentiellement plus dur. C'est comment vous arrivez à justement vous assurer d'avoir un portefeuille ici de 15 entreprises, mais il y a peut-être pas tant d'entreprises que ça de alors cyber sur le ouais, ouais. marché européen. Enfin, en tout cas, c'est quoi les Alors ordres de grandeur? ouais, ouais, alors, plusieurs réponses à ta question qui est multiple. Pour faire 15 investissements, on a vu 300 dossiers. Mhm. Donc ça veut comme dire qu'on a dit 285 fois non. Heu, la plupart des sociétés que vous voyez là, on a été les voir. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'intermédiaire. Donc c'est approche directe, que ce soit en France, en Allemagne ou en Hollande, hein. Parce qu'on a un réseau, je vous présenterai l'équipe, on a un réseau, on commence à être connus. Ce que j'ai pas dit, mais que j'aurais dû dire, mais je le dis maintenant, c'est que non seulement on était le 1er fonds, français, mais on est le plus gros fonds européen en cybersécurité avec 175 millions d'euros. Ah, pour Brian 3, hein. Je reviendrai sur Brian 4. Heu, donc du coup, on est un peu connus, on se fait connaître évidemment, tu te doutes bien. Et donc série A, ça veut pas forcément dire, société qui fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Je prends Quarks Lab, celle du milieu là, on est le seul investisseur, on a fait le deal parce qu'on connaissait le patron. Serie A, en fait, il avait jamais levé d'argent et quand on est rentré, la société faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois? Donc en fait, Serie A, ça veut pas forcément dire, petit ticket, voilà, ça veut surtout dire premier tour institutionnel. Je prends Chabvision, c'est presque pire Chabvision. Chabvision, la société fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein. C'est une société qui s'est créée en 2019.
entre 2019 et on va dire 2024, voilà, on va passer de 0 à 150 millions d'euros. Ils ont un business model qui est de l'acquisition de sociétés. On y est depuis 2 ans. Il a dû acheter 10 sociétés en 2 ans, le patron de la société, voilà. Il avait jamais fait de tour de table avant qu'on rentre en 2022. OK? Donc on a fait un tour de table de plus de 100 millions d'euros. On est rentré, avec BPI. Mais tu vois, c'est une série A, tu vois? Donc je me méfie beaucoup de la série A, hein. Donc voilà, donc nous en fait, comme on regarde alors, un autre point, pour préciser, effectivement, tu disais: «Société petite, pas forcément rentable». Effectivement, la rentabilité n'est pas un de nos critères d'investissement. Parce que là-dedans, vous avez dans ce panel de sociétés, vous avez des sociétés qui font 70 de croissance par an. Quand vous faites 70 de croissance par an et que vous faites, allez, 10 millions d'euros de revenus, forcément, vous consommez un peu de trésorerie et forcément, avec le jeu du avec le jeu de les investissements humains et le temps de mettre en place le plan de développement, bah, forcément, ça consomme de la trésorerie. Par contre, ce qu'on regarde, c'est quand est-ce que la trésorerie, enfin, en tout cas, la consommation de cash redevient, au niveau du chiffre d'affaires fait, hein, donc ce qu'on appelle le burn rate en bon français, de consommation de trésorerie, voilà. C'est des choses qu'on regarde. Mais intrinsèquement, le jour de l'investissement, on ne cherche pas de sociétés qui sont rentables. Heu, bon voilà, je reviens parce que sinon je vais basculer sur Brian 4 et voilà. Pardon. Bon voilà la typologie de société. Ça c'est Brian 3, hein, donc et je peux le dire puisque c'est public, on vient de faire la première sortie. Preligence, on vient d'annoncer ça. C'est Safran qui vient de l'acheter. La société, quand on est rentré dedans en 2021, elle faisait 4 millions d'euros de revenus récurrents, donc c'est un peu notre indicateur, hein. Donc c'était il y a, ouais, il y a pas tout à fait 3 ans. Fin d'année dernière, elle en faisait 30. Voilà, donc on est assez content d'être sorti sur Safran. Première sortie du fonds, au bout de 5 ans, sur des sociétés jeunes avec un fonds jeune. Et justement, là, ton objectif pour toi, c'est une fois qu'il y a cet investissement a priori minoritaire, de ce que j'ai cru comprendre, ton objectif c'est de tout de suite trouver un indice industriel pour faire une sortie ou en réalité, s'il y a d'autres fonds dans le domaine du venture, dans le domaine du growth qui veulent accompagner la société, c'est aussi une option tout à fait viable pour vous. Bah, en fait, quand on rentre, il y a marqué tout de suite à vendre sur la fenêtre, hein, nous, enfin nous, fonds d'investissement. En fait, un plan de développement, on se dit, voilà, on met de l'argent, on va tenir, allez, 3-4 ans, avec possiblement là 2 branches. On se dit, bah, dans 3-4 ans, on va relever des fonds pour aller, 3-4 ans ou 3 ans plus loin ou 2 ans plus loin. Ou alors on se dit: «Bah, non, on va faire 3-4 ans et puis le contexte de marché change entre le moment où tu investis et au bout de 3-4 ans, il y a qu'à voir ce qui s'est passé entre il y a 4 ans et aujourd'hui. On a eu plein de trucs qu'on n'aurait jamais imaginé avoir et donc on peut très bien choisir de céder. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on se place toujours dans un cas de figure où on se donne une opportunité de sortir au bout de 4-5 ans, quand on rentre, hein. Même si on dit on reste entre 5 et 7 ans, parce qu'on sait que c'est pas parce qu'on veut sortir la société dans 5 ans que les conditions de marché vont être telles que, heu, vous pouvez sortir à bon prix. Vous pouvez pas anticiper une guerre en Ukraine, vous pouvez pas anticiper un confinement, voilà, c'est compliqué. Donc il y a toujours des phénomènes exogènes qui fait que ça peut être avant. Tu vois, sur Preligens, on n'est pas resté très longtemps. Enfin pas longtemps, 3-4 ans, mais ça peut être un tout petit peu plus long. Donc en moyenne, c'est 5-7 ans. Parfait, merci. Ça, c'est la performance du fonds à date, fin mars 2024. Donc là, vous voyez, pour un fonds assez jeune, hem, donc on est à 1,6 de multiple brut, avec un TRI, alors là, avec un TRI de 21 brut. Là, vous l'avez en net en dessous, 1,3 versus 12,6 de TRI. C'est beau. Bravo. Merci. Alors Brienne 4. Bon, Brienne 4, en fait, c'est la suite Tu de auras le Brienne droit de prendre 3. une petite pause, hein, Gilles, hein, si tu as besoin de Ouais, faire ouais, non, non, un non, non, petit non, c'est bon. éclaircissement de voix, hein. Ouais, ouais. Non, parce que j'ai Problème. beaucoup parlé aujourd'hui, puis en plus j'ai la clim qui souffle parce qu'il fait un peu chaud à Paris. Hem,
Donc c'est la suite de Brian 4, hein, donc sur le thème confiance numérique, avec les mêmes stratégies, automatisation, sécurisation dès la conception, recherche de solutions contre les attaques informatiques. Voilà les 3 triptyques que je vous ai le triptyque que je vous ai montré. Société qui fait du chiffre d'affaires, produit ou service managé, c'est-à-dire une société qui ferait du service, mais qui propose des produits qu'elle a développés à ses clients, voilà. Ce qui a changé entre 2019 et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on lance un fonds qui, vous allez voir, qui va être un peu plus gros et qui est déjà de facto plus gros. C'est qu'on parlait de Série A tout à l'heure, Olivier. La Série A, quand on est rentré dans Quarks Lab, puisqu'on citait Quarks Lab, c'est 5 millions d'euros. Aujourd'hui, une Série A, c'est minimum 15 à 20 millions. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ce marché de la cybersécurité en termes d'investissement dans les startups a maturé, hein. Donc aujourd'hui, une société, elle a besoin pour tout un tas de raisons, entre 15 et 50 millions d'euros. Et nous, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut accompagner les sociétés, donc on va les prendre un peu plus vieilles ou un peu plus grosses que ce qu'on a fait avant, à partir de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors il n'y a pas vraiment de limite à la hausse parce qu'il n'y a pas non plus des sociétés en Europe qui font 300-500 millions d'euros de produits en étant indépendants, parce qu'il peut y avoir des filiales de grands groupes. Voilà, donc on n'a pas la preuve, hein, Chabvision, on est rentré dedans, ça faisait environ 100 millions. Voilà, donc on regarde plutôt la fourchette basse, donc on n'investira pas dans des sociétés qui font moins de 5 millions de revenus et donc ça veut dire qu'on ne prend pas le risque technologique et donc c'est effectivement exactement comme Brian 3. Donc la taille cible du fonds, c'est 400 millions d'euros. Aujourd'hui, on en est où? Alors ça a un tout petit peu changé parce qu'évidemment on travaille un petit peu, donc on est plus proche de 255 que de 246 millions à date. Hem, et donc on a fait 2 investissements, on va y revenir un tout petit peu plus loin derrière et le deal flow, donc en fait, ce que les potentiels investissements qu'on a dans notre, voilà, dans notre pipe commercial, pardon si j'utilise beaucoup de termes anglais, est plutôt bon, avec des sociétés qui font entre 5 et 40-50 millions d'euros de revenus, hein. Ce qu'on voyait pas il y a 5 ans. C'est pas qu'on il y a 5 ans, c'est pas qu'on est passé à côté, c'est qu'en fait, il y en avait quasiment pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un momentum où nous, on peut se positionner pour un fonds avec un fonds de 400 millions d'euros, où on peut mettre des tickets entre 10 et 50 millions d'euros. Pas forcément seul, ou en tout cas, si la société, elle avait besoin de plus, on voit des tours de table de 100 millions d'euros. Eh ben, on peut accompagner le mouvement avec des co-investisseurs ou si la boîte est rentable, on peut mettre un peu de dette pour trouver le package idéal de financement de la société. Voilà. L'idée, c'est d'accompagner les sociétés dans leur chemin de croissance en France, à l'international, par de la croissance organique, par de la croissance externe, c'est-à-dire de l'achat de sociétés. Donc, stratégie, c'est la même que ce que je vous ai présenté précédemment. Évidemment, on a quand même un bout d'expertise, technologique et je reviendrai sur l'équipe, c'est important et puis de track record. Voilà et donc c'est tout ça qu'on veut continuer à faire, avec ce fonds Brian 4. Alors tout à l'heure, je parlais c'est intéressant, parce que je parlais des fonds américains. On a toujours l'impression qu'aux États-Unis, les fonds, ils sont 4 fois plus gros qu'en Europe ou qu'en France. Faut pas se leurrer, hein, dans ce monde de la cyber, les fonds partenaires dans lesquels on est, c'est des fonds qui font l'équivalent entre, on va dire, entre 300 et 400 millions d'euros. Donc c'est pas des fonds qui font, 3 000 000 voilà. Alors il y en a, hein, il y a un fonds qui fait plus d'1 milliard, 1,5 milliard, mais sur une stratégie qui était une stratégie d'investissement dans des sociétés de cyber avec une conception assez large, dans une optique d'introduction en bourse. Voilà. Donc c'est des gros tickets juste avant d'aller en bourse. Bon, nous, c'est pas du tout notre créneau. Voilà. Mais donc ce qui veut dire que nos fonds partenaires sont à peu près aussi gros que nous. Bon, ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais un peu différemment ici. Bah, je vais prendre l'exemple derrière. Avec 3 autres exemples, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est, nos piliers technologiques, enfin nos c'est un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure, mais vu différemment. Donc Glimpse, qui est une société, bretonne, qui est un SMH du ministère de la Défense. D'ailleurs, c'est le premier et pour l'instant le seul SMH du ministère de la Défense. Eux, ils sont très, très forts en intelligence artificielle pour comprendre, comment sont faits les malwares. C'est-à-dire que si je fais une analogie par rapport au monde du vivant. Vous avez souvent de l'analyse ADN, hein, ou de l'analyse de bactéries. Vous mettez des bactéries sur différentes souches et puis vous voyez comment ça réagit.
Là, eux, c'est pareil, hein, ils regardent, ils ont une malware tech, ils regardent comment réagissent les virus et c'est très, très intéressant de savoir comment c'est fait les virus pour se protéger et comprendre comment les attaquants, construisent leurs virus, voilà. Donc eux, ils sont très, très forts là-dessus. Et ils font aussi évidemment, quand on est fort là-dessus, on est capable de faire un outil pour détecter les attaques. Donc ça, c'est dans la pure cybersécurité, vous voyez, on est dedans. Un peu en amont, c'est toute la problématique de l'analyse de la data, de de l'intelligence artificielle, appliquée à la data. Voilà, donc eux, Vision, c'est ce qu'ils font. Ils font une plateforme d'analyse massive de la data, de la donnée, d'abord dans l'entreprise et puis nous, on est rentré dans la société parce ils font ce qu'on appelle de la cyber intelligence avec, l'intelligence à l'anglaise. Donc, ils ont racheté une société qui fait de l'interception d'écoute légale. Voilà, ils font tout un tas de choses dans ce domaine-là, hyper passionnant et hyper intéressant. Société qui se veut européenne parce qu'ils ont un concurrent américain, pour ceux qui connaîtraient, qui s'appelle Palantir, qui grosso modo récupère les données des entreprises et ensuite les triture, les améliore et donne de l'information sur la data ils vendent ça à celui qui a donné la data. Donc eux, ils veulent faire pareil, mais avec une source européenne. Voilà. Et à l'autre bout du spectre, une société suisse, alors, qui n'est pas dans le portefeuille, qui s'appelle Strong Network et eux, c'est un sujet, ils ont développé un environnement de développement logiciel, au départ pour des développeurs de jeux et évidemment quand on développe du jeu, on a de l'intelligence, on a de la propriété intellectuelle et donc ils ont développé beaucoup de couches de cybersécurité pour que les développeurs puissent développer en toute sécurité pour pas se faire attaquer, pour pas se faire, piquer, pardonnez-moi l'expression, voler la propriété intellectuelle. Donc ils ont développé des couches de cybersécurité. Donc là, on n'est pas exactement dans le domaine de la lutte contre un malware, mais dans un environnement de cybersécurité. Et d'ailleurs, ils ont gagné le grand prix du Forum international de la cybersécurité qui a lieu tous les ans à Lille. Voilà. Donc pour vous montrer un peu la palette un peu large de la cybersécurité qui n'est pas juste, un antivirus. Alors nos critères d'investissement, alors assez classiques dans ce monde-là, mais le critère numéro un, c'est l'équipe. Donc c'est quand même un domaine où globalement, c'est toujours compliqué d'évaluer les gens parce qu'on est sur des sociétés qui croissent beaucoup. Donc évidemment, celui qui s'est passé de 0 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas forcément celui qui s'est passé de 10 à 50. Donc il faut monitorer tout ça. La capacité du dirigeant à s'entourer, à écouter, à s'internationaliser. Donc voilà, donc on passe pas mal de temps sur la partie RH. Heu, Et Critères concrètement, d'investissement. cette partie-là, qui consiste à dire finalement, est-ce que je crois en l'équipe dirigeante pour justement franchir la prochaine étape, ça se matérialise. Vous faites vous des entretiens avec l'équipe dirigeante ou c'est plus sur leur background général? Comment est-ce que Alors vous nous, arrivez à ouais, ouais. avoir ce type Alors de alors conviction? alors, plusieurs réponses. Évidemment, quand on voit une opportunité, bah oui, on fait des réunions avec les fondateurs, en première approche. Ensuite, quand ça va un peu plus loin, qu'on est un peu persuadé que ça peut être une bonne opération, on rencontre le staff, un peu plus large que les fondateurs et quand on est dans le process d'investissement, on fait, on fait faire par un cabinet externe une revue, un peu le bilan du management en termes humains. Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce que, ils sont capables d'avoir cette vision et de s'entourer? Voilà. Donc on fait appel à ça et tout au long de la vie de l'investissement, on discute beaucoup avec les dirigeants sur, il faut que j'embauche un patron des ventes, dans telle région du monde ou en France. Il faut que j'embauche un patron du marketing, un patron du produit, un RH, un machin bidule, voilà. Donc, c'est plutôt au niveau du COMEX, hein, nous on regarde pas ce qu'il y a en dessous. Heu et on les aide à trouver les gens parce qu'on les met en contact avec des cabinets de chasse, avec notre réseau, voilà. Donc, on passe pas mal de temps là-dessus parce que, il faut pas oublier qu'un patron de société, que ce soit de la cyber ou pas, hein, ça c'est général, il est assez seul, hein et que nous on est actionnaire minoritaire. Donc du coup, quand on est actionnaire minoritaire, alors on discute beaucoup, on est dans tous les organes de gouvernance des sociétés. Moi avec les sociétés, moi je suis 3 sociétés, hein, dans du portefeuille. J'ai des appels téléphoniques, on fait des visios toutes les 2 semaines
Voilà et puis on discute entre 2, voilà, s'il y a des sujets. Donc on est très, 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 très présent. Donc voilà, donc le facteur humain est important. Autre critère évidemment, c'est, ce qu'on fait, c'est-à-dire, entreprise, donc qui commerce avec d'autres entreprises ou avec des gouvernements, des institutions, heu société européenne qui peut se développer à l'international, la capacité, nous, à pouvoir les aider à s'internationaliser, parce que alors, l'importance aussi qu'ils veuillent s'internationaliser parce qu'on a la chance chez Tikeo, d'être 780, d'être présent dans 17 pays, donc on a quand même quelques connexions. Heu Bon, évidemment, critère d'investissement, c'est la capacité de mettre des tickets, qui conviennent avec notre scope, hein. C'est-à-dire si c'est pour mettre un ticket de 5 millions, bah, c'est pas nous. Si c'est pour mettre un ticket de 100 millions d'euros et que les fondateurs veulent un seul interlocuteur, bah, ça va pas être nous non plus. Bon, ça, dans ce cas, c'est un peu plus rare. On reste 5 à 7 ans. L'objectif, c'est de faire 3 fois l'investissement en brut. Et puis on met en place, donc tous les investissements, si jamais on voit la société, plus bas que le prix, qu'on a, acheté, un phénomène d'amortisseur de valorisation où on essaye de récupérer l'investissement. Une question parce que dans tout ce que tu as dit, moi, il y a quelque chose qui me frappe, pas négativement, mais que je trouve très différent avec des fonds, on va dire, relativement early, en tout cas, avoir des tickets de 10 à 50, c'est relativement tôt dans finalement dans la vie d'une entreprise. Retour potentiel cible d'au moins 3x. Ouais, Ça se différencie beaucoup d'un fonds classique de venture capital qui est plutôt lui à se dire je veux un 10x mais je sais que 80% de mon portefeuille va mourir dans les 2 ans. Donc justement, toi, comment tu considérerais le fonds Brian Cat? Finalement, en ce sens-là, peut-être pas un fonds de venture capital. Je sais ouais, pas, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. comment tu En te fait, on est un positionnes? fonds ouais, tout à fait. Autant, Brilliant 3 était un fonds, plus venture parce que les sociétés étaient plus jeunes. Ce fonds-là, par par ce qu'on veut faire et ce qu'on voit nous aujourd'hui comme, investissement potentiel, hein, et ce qui nous intéresse, c'est des sociétés qui sont déjà un peu plus matures. Donc on est plus dans un, pardon l'anglicisme, mais plus dans un fonds de growth equity, Mhm. parce que quand on a ces niveaux de croissance de chiffre d'affaires, aux alentours de aux alentours de 30. Moi aujourd'hui, je regarde un dossier, la société va faire à la fin de l'année environ 20 millions d'euros de revenus récurrents. Ils ont un taux de croissance depuis 3 ans de 80 par an. Bon, tu vois, là, tu es vraiment dans du growth equity. Alors le 10X, je le vois pas beaucoup, dans nos chez mes confrères, ni en approche, ni en réalisation. Effectivement, Oui, mais quand ça, tu es je suis dans un d'accord. Je suis quand tu es dans d'accord. un C'est fonds juste la ouais, théorie. ah ouais. Non, mais en fait, parce que parce que la dynamique est différente. C'est-à-dire que quand tu es dans un fonds très early stage où, en fait, tu investis soit sur un PowerPoint, soit sur une idée, ou alors vraiment, 3/4 d'un produit, tu te dis: «Bon, bah, voilà, donc je fais pas 15 investissements, j'en fais 30 et sur les 30, je vais peut-être effectivement en perdre la moitié». C'est-à-dire, je vais perdre ma mise sur la moitié et là-dedans, dans les 15 qui restent, il y a peut-être y avoir une ou 2, 3 sociétés qui va me rembourser, allez, 1 ou 2 qui va rembourser le fonds et les autres vont faire, le markup au-delà. Voilà. Nous, on n'a pas cette logique-là en se disant: «Bon les gars, c'est pas grave si on perd la moitié des investissements, de toute façon les autres vont pouvoir récupérer la mise». Voilà, Je comprends. c'est pas du tout, Une tu vois? C'est question de pas du tout comme ça. non est très très intéressant. Donc finalement, enfin, dans la thèse, c'est vraiment le fait que chaque entreprise doit délivrer de la performance qui est très différent d'un fonds pure venture où un peu par construction, ils s'attendent à ce que ce ne soit qu'une minorité d'entreprises qui créent la performance du fonds. Ouais, ouais, exactement. Je vois qu'il y a Une, OK. qui- Comment on fait? On prend les questions ou, on fait un point à la fin vite fait? une question de Fred Ondre. J'espère que je ne truande pas le nom de famille. Qu'est-ce qui fondamentalement explique un objectif de TRI de 30% vs une moyenne autour de 15% sur les autres types de business sociétés? Alors c'est 30. Je pense, ouais, enfin le 30 c'est brut, hein, donc déjà, ça va être moins en net. Bah, en fait, la différence enfin une des différences, hein, on verra à la fin, hein, mais, c'est qu'on est très, très verticaux. Donc on a une connaissance assez fine du secteur, des dynamiques du secteur, des changements de cap de secteur. Quand vous êtes un fonds généraliste,
Ça peut être un fonds généraliste tech, hein, quand vous faites, du quantique, de la cyber, un domaine SaaS, de software, je sais pas quoi encore, de la microélectronique. Certes, vous êtes très spécialisé dans la tech, mais chaque sous-segment de la tech est lui-même, différent. Nous, on est très verticaux. C'est un peu la philosophie du private equity chez Tikehau. On a 4 stratégies et bon, celle-là, c'est la cyber. On est très, très verticaux, donc on a une connaissance un peu plus fine. Donc du coup, ayant cette, connaissance un peu plus fine du secteur et des acteurs et du timing de cession, heu je pense on peut arriver à ces rentabilités-là, de 30 brut. Et peut-être pour continuer la question de Frédéric, c'est effectivement le Brian 3 était sur des tickets plus petits et aussi Ouais. donc des entreprises aussi un peu plus early. La capacité à finalement recréer un TRI équivalent de l'objectif du Brian 3, malgré le fait que ce soit des entreprises aussi un peu plus stables, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas Non, parce d'inquiétude a non, parce qu'on priori. est juste le non, parce qu'on va retrouver quand même, je vais prendre un exemple simple, je prends Vision. Je suis désolé, mais j'en parle beaucoup, mais parce que c'est intéressant. Elle est dans Brian 3 et c'est un des 2 premiers investissements qu'on a fait avec Brian 4. Donc en fait, on est vraiment, il y a un je vais mettre comme ça, il y a un tout petit, il y a un petit overlap de typologie de société entre Brian 3 et Brian 4. Ça ne veut pas dire que Brian 4 va investir dans toutes les sociétés de Brian 3, hein, je rassure tout de suite tout le monde, c'est pas du tout l'objectif. Pourquoi on l'a fait? C'est parce que on croit beaucoup dans le dirigeant, on croit beaucoup dans la dynamique de la société. Et donc on voulait investir, mais avec Brian 3, on n'avait plus de capacité suffisante, sauf à tout mettre sur cette société-là, ce qu'on ne voulait pas faire. Et donc du coup, on a dit, Brian 4, très bien. Et en plus, on l'a fait parce qu'aussi, il y a des nouveaux investisseurs qui sont rentrés à nos côtés, Callium et Généo pour pas les citer, qui ont donc fait, qui ont fait la valorisation, qui ont donné les conditions du deal, voilà. J'espère que ça Ok, répond à la question de monsieur Ondeau. Voilà, donc je pense. voilà pour les critères, Très c'est très bien, clair. merci beaucoup. Moi, Critères d'investissement, voilà, donc 2 sociétés, c'est intéressant parce que c'est, un peu 2 sociétés, chacune au bout du spectre. Bon, je vais pas revenir sur Vision, j'en ai déjà longuement parlé. Proven Run, c'est une société assez intéressante parce qu'on est là aussi dans le domaine du cyber by design, donc c'est-à-dire, la cybersécurité dès la conception. C'est une société là, qui a développé, alors je vais être un tout petit peu technique, un operating system. C'est-à-dire, vous savez, l'operating system, c'est un peu ce qui permet, enfin c'est pas un peu, c'est carrément ce qui permet à votre ordinateur de tourner, sur lequel vous mettez des applications. Voilà, c'est un peu le moteur de votre ordinateur, moteur logiciel. Bon, eux, ils ont développé un moteur logiciel, donc un operating, system ultra sécurisé, un niveau de sécurisation, critères communs internationaux, jamais atteint au monde. C'est les seuls à avoir fait ça. Alors ça intéresse qui? Ça intéresse, des gens comme ST Microelectronics, parce que ST Microelectronics, ils font du silicium, hein, ils vendent des microcontrôleurs, et ce qu'ils aiment bien faire, c'est vendre à leurs clients des microcontrôleurs déjà cybersécurisés. Donc ils mettent la puce, pardon, ils mettent le logiciel de Prove and Run dans leur puce et ils vendent ça aux clients en disant: «Messieurs, avec ça, vous pouvez développer vos applications sur mon microcontrôleur, il est cybersécurisé». Et ils ont un partenariat exclusif avec, ST là-dessus. Ça intéresse évidemment, le monde de l'aéronautique et de l'automobile. Parce qu'une voiture n'est jamais qu'un logiciel avec 4 roues, très facile d'accueillir une voiture, de plus en plus facile, surtout avec la conduite autonome. Donc voilà, donc on met plein d'intelligence artificielle pour se dans une Tesla pour voir, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, pour faire de la conduite autonome. Mais la cybersécurité est hyper importante, voilà. Donc voilà les stratégies de développement de la société. La caractéristique, juste pour info, on l'a pas fait exprès, mais la caractéristique de ces 2 sociétés, c'est qu'on a 2 jeunes start-upers qui ont plus de 60 ans. Voilà. Comme quoi, ouais. heu, voilà les 2 sociétés. Alors on a tout un volet, je vais peut-être passer un peu vite parce que je vois que l'heure tourne, sur le SG. Ticket au capital, est-ce qu'Olivier, tu penses que ça vaut le coup que je dise 2 mots? Non, mais je pense pas. Je pense que tout le D'accord, monde connaît la maison tout de le monde nom et connaît. peut-être qu'il y a des informations qu'on pourra C'est public, obtenir hein, puisqu'on même est de coté en manière, bourse à voilà. Paris, voilà. On fête nos 20 ans Exactement. cette année, voilà.
Et moi, pour la C'est petite histoire, je suis chez Tikeo depuis 5 ans et demi parce que Tikeo a racheté la société de gestion dans laquelle j'étais, et on avait, initié le lancement de ce fonds cybersécurité. Tikeo a mis de l'argent dans le fonds, mais ils ont dit: «C'est intéressant, mais on va racheter la société de gestion». Ça Bah, se passe l'équipe, bien, pas trop très triste bien. de cette Non, acquisition? ben non, ben non, Ça non, se bah passe non, bah bien? non. Non, non, je suis ravi. Voilà, donc l'équipe, alors je vais pas présenter tout le monde, je vais m'attarder sur la couche du milieu, là où je suis à gauche, donc je me suis présenté. C'est important parce que quand on a lancé ce fonds en 2019, un petit peu avant même dans la réflexion, on a voulu constituer une équipe pluridisciplinaire. Je crois que c'était intéressant d'avoir 4 personnes qui n'étaient pas juste des gens qui font de l'investissement pur depuis, 25 ans comme moi. Donc François, lui, c'est l'opérationnel de l'équipe. Il a passé 12 ans dans la Silicon Valley, dans les années 90. Il est rentré en France début des années 2000 et donc dans des sociétés, start-up cyber rachetées par des mastodontes américains, à des postes de patron du marketing, patron du produit. Il est rentré en France diriger une société qui faisait de la sécurisation de réseau, basée à Lille, qui s'appelait NetAsk et qui était juste concurrent d'une société, moi, dans laquelle j'étais, qui fait de la sécurisation réseau, mais à Lyon. C'est comme ça que j'ai rencontré François, on va dire au milieu des années 2000, vers 2006-2007. Airbus a racheté la société dans laquelle il était, Airbus a racheté la société dans laquelle j'étais. François a pris la tête de l'ensemble, il a fusionné les deux pour donner une société qui s'appelle StormShield, qui est aujourd'hui leader européen de la sécurisation réseau. Il est resté 7 ans au total chez Airbus et puis il nous a rejoints en 2019 parce que comme on se connaissait, qu'on lançait le fonds, ça l'intéressait de passer de l'autre côté de la barrière. Augustin, lui, amène la connaissance, de l'écosystème financier, de l'écosystème, banque d'affaires parce qu'il a passé 15 ans dans banque d'affaires. D'abord à New York chez Jean-Marie Messier, voilà, il y a quin bah, oui, il y a 20 ans quasiment maintenant. Il est rentré en Europe dans 2 boutiques, très tech, Clipperton qui est plutôt franco-allemand et puis chez Rothschild avant de nous rejoindre en 2020 et il manque la composante technique et c'est Quentin qui nous l'amène. Quentin, c'est un ingénieur de l'armement, qui a passé 20 ans, au ministère des Armées dans différentes directions. Il a notamment dirigé le plus grand programme de cybersécurité français. Il a bossé à l'OTAN aussi, et donc il nous a rejoints en 2018, avec cette particularité double qui est il est détaché du ministère des Armées et il fait le lien avec le ministère des Armées parce qu'on a une convention, voilà, on a une convention avec le ministère des Armées et aussi avec l'Agence nationale de la cybersécurité française, signée d'un côté avec le ministre, de l'autre côté avec, le directeur général, qui nous donne accès à plein de choses, à de l'expertise, à des relations très intéressantes sur, cet environnement cybersécurité. C'est assez rare d'avoir ça, c'est assez unique d'ailleurs d'avoir ça, comme dispositif et on s'en sert beaucoup. Ils sont dans nos comités de suivi, et stratégique. Ils prennent pas part au vote. En tout cas, ils amènent leur connaissance du secteur, voilà. Heu, un peu rapidement, parce que je vois que l'heure tourne, je voudrais pas être trop long. On a tout un tas d'operating partners qui nous aident dans les diligences, qui nous aident dans l'instruction des dossiers, qui rendent au conseil d'administration des sociétés. On a la chance d'avoir Jean-Bernard Lévy, ancien patron d'EDF, ancien patron de Thales, ancien patron de Vivendi. J'ai la chance de l'avoir comme board member dans Prove and Run notamment, qui aide pas mal la société. Voilà, donc un certain nombre de gens qui amènent on travaille pour faire la croissance des sociétés. Donc dès qu'on peut adjoindre du talent et de la compétence autour de la table, on n'hésite pas, on propose ça aux dirigeants. Je vous rappelle qu'on n'est que minoritaire, mais on propose ça aux dirigeants. On laisse toujours, quand on rentre dans une société en investissement, on demande toujours qu'il y ait un poste supplémentaire pour un administrateur indépendant, toujours. Voilà, et ça, c'est ce que je vous disais. Voilà, on a investi dans 3 fonds, américains de cyber. On a investi dans 2 fonds très early stage français qui nous permettent d'avoir en amont de notre scope d'intérêt des sociétés très jeunes qu'on voit grossir, et que au moment où c'est opportun, on peut regarder, on peut investir et puis on a des partenaires européens parce qu'il n'y a pas que nous qui investissons dans la cyber. C'est un travail collectif, donc ce qu'on fait avec les Américains, on le fait aussi en Europe, mais on n'a pas mis d'argent dans leurs fonds. Voilà, je Hyper m'arrête là clair. pour les J'ai questions.
Effectivement, on a quelques questions, mais on déborde un peu, donc je vais essayer d'être assez succinct. Deux types de questions, l'un sur bon la taille du ticket minimum, ça j'ai fourni ça comme information. Mais Matt demande il y a combien d'appels de fonds et peut-être la proportion du montant sur chacun des appels, si tu peux nous Ouais, apporter ça tout à comme fait. information. Alors, de manière très concrète, le fonds à date a été appelé à hauteur de 16, hein. Donc si jamais vous nous faites, l'honneur de rentrer, comme investisseur dans le fonds, vous serez appelé tout de suite de 16, plus ce qu'on appelle un acquisition fee, hein, puisqu'en fait, ceux qui rentrent le plus tard, bah, payent pas exactement le prix payé par ceux qui sont là depuis le mois de septembre, puisqu'on a lancé le fonds en septembre, hein, ça fait 9 mois. Heu, L'idée sur ce fonds-là, mais c'est un peu vrai pour tous les fonds, c'est qu'on a 5 ans pour investir. Donc l'idée, c'est d'appeler grosso modo 65 du fonds les 5 premières années. Donc là, on en a déjà appelé 16. Les 35 qui ne sont pas appelés seront appelés, c'est tout ça est théorique, hein, mais seront appelés entre la 5e et la 10e année puisque le fonds dure 10 ans. En fait, dans la vraie vie, ça se passe pas exactement comme ça parce que si on a investi, je prends Proven Run par exemple, on a investi, le premier jour du closing, si on a fait le closing pour eux, s'il y a un réinvestissement dans 2 ans, bah, vous voyez, on est déjà dans la phase de réinvestissement de société du primo-investissement. Voilà, donc on peut appeler, les fonds un tout petit peu plus vite. C'est vrai on investit très vite avec, Brilliant 3 parce qu'il y a pas mal d'opportunités, mais l'idée c'est de 1 de pas appeler 100 des fonds, puisque sur une durée de vie de 10 ans, bah, bien évidemment, on va faire des sorties comme on a fait sur Preligens et on retourne l'argent qu'on collecte de la session aux souscripteurs, donc vous ne serez pas appelé à 100. Et il y a combien d'appels de fonds? Ça, c'est compliqué, une question intéressante, mais compliquée à modéliser parce que on veut faire 15 investissements, on en a déjà 2, donc c'est-à-dire qu'on va encore en faire 13 sur les 4 ans qui viennent puisque la période pour investir, c'est 5 ans. C'est parti en septembre dernier. Voilà. Donc je ne sais pas bien répondre à votre question, mais je peux vous donner le pourcentage, c'est grosso modo 65. Très, très clair en tout cas, réponse qui a l'air de satisfaire. Matt, une question Abdelkrim, pardon. Quel est votre Oui, positionnement par rapport aux grands groupes de cyber comme CrowdStrike, ouais, que je Palo connais, Alto, ouais. Datadog Alors, ou bah Cloudflare? nous, notre position, elle est simple par rapport à ces gens-là, c'est leur vendre les sociétés du portefeuille. C'est des sorties pour nous, hein. Alors, pas forcément toutes, hein. On n'a pas forcément non plus envie de vendre toutes les sociétés aux Américains. Mais voilà, il y a des sociétés. Non mais faut être honnête. Une société comme Preligens, très sensible, on ne pouvait pas la vendre aux États-Unis. Donc on a cherché, on a eu pas mal d'offres, pas mal d'intérêt en Europe. Moi, quand j'ai vendu, je rappelais un petit peu mon passé là, avec François Lavas qui est bon, expliquant son parcours. Quand nous, on a vendu à Airbus, la société, concurrente de celle de François, c'était en 2012, hein, donc il y a un peu plus de 10 ans. Une fois que vous aviez cité Orange, une fois que vous cité, Airbus, Thales, potentiellement, Schneider, ça en faisait 4, vous étiez un peu au bout pour trouver le 5e, quoi. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs en Europe qui sont pas présents dans le cyber, qui veulent y rentrer parce que c'est en complément de ce qu'ils font par ailleurs. C'est une nouvelle brique technologique, voilà, il y en a plein. Voilà. Donc le marché de l'acquisition de boîtes cyber en Europe est importante. Très clair. Et peut-être la dernière question, parce qu'on aura déjà Ouais, pas mal dépassé. ouais. Une dernière Un question de projet, Fred. de Est-ce faire du qu'il y a un projet de faire du secondaire? Est-ce que dans vos acquisitions, il est prévu, enfin, vous ouais, alors accepteriez de faire non mais pourquoi pas, on regarde des dossiers, effectivement, on regarde des dossiers, hyper intéressants où on a, des business angels qui sont rentrés, il y a longtemps. Ils ont, pour tout un tas de raisons, besoin de réaliser leur investissement en tout ou partie et donc aujourd'hui, on a, vous lisez dans nos pensées, monsieur, on a un sujet sur la table de effectivement de secondaire, c'est-à-dire de racheter d'une position minoritaire dans une société. Alors pourquoi on ferait ça? Parce que là, l'argent ne va pas dans le développement de la société. C'est parce que, un, cette société est hyper intéressante, bien positionnée, bon taux de croissance, profitable, et certainement un autre tour de table à venir. Donc on se dit: «L'opportunité est intéressante de rentrer maintenant pour pouvoir éventuellement participer beaucoup plus massivement au deuxième tour de table», c'est ce qu'on appelle mettre le pied dans la porte. Donc oui, c'est pas une démarche systématique, mais on regarde. Et souvent quand on rentre d'ailleurs dans les sociétés, on fait un mix
entre mettre de l'argent dans la société et clarifier, simplifier, assainir la table de capitalisation en sortant les historiques et généralement on les sort avec une décote par rapport au prix par rapport au prix dans lequel auquel on rentre. Merci beaucoup Gilles. En tout cas, moi, à titre personnel, je me suis vraiment régalé. C'était passionnant de pouvoir Merci, avoir gentil. quelqu'un hyper spécialisé dans un domaine. En tout cas, c'était assez communicatif. Merci aussi à tous ceux qui Oui. ont pu animer en Merci à posant tous. des questions. Nous, on se tiendra disponible pour prendre toutes les questions liées à cette présentation. Si bien sûr on ne sait pas y répondre directement, on aura le rôle de contacter Gilles et Bien ses sûr. équipes. Donc, n'hésitez surtout pas à poser ces questions, que ce soit par email, sur le chat de Ramify ou sur un autre format. On est là pour ça. Donc, maintenant qu'on a dit ça, et avec les 11 minutes de retard qui malheureusement nous caractérisent souvent sur ces webinars, C'est je vous trop souhaite bavard. une excellente soirée à tous Bonne soirée à et à tous. très Merci beaucoup de bientôt. votre attention. Merci. Au revoir. Au revoir.